Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous regardez Africable Télévision, vous avez raison. Bienvenue dans ce numéro de l'invité du jour. Ce soir, nous recevons l'imam Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Imam, bonsoir. Bonsoir. Et je rappelle à nos téléspectateurs que ce soir, nous allons parler de l'islam face à l'extrémisme religieux. Imam, le Haut Conseil islamique a joué un rôle important dans l'histoire récente du Mali. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment se porte votre institution? Merci. Merci à nos téléspectateurs, à vos téléspectateurs. Bonsoir à toute la communauté musulmane du Mali, et toute la Oumma et tous les Maliens. L'institution, le Haut Conseil se porte très bien. Se porte très bien. C'est comme par le passé. Se porte très bien aujourd'hui, plus qu'hier. Plus qu'hier. D'accord. Mahmoud, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez par extrémisme religieux? Vous savez, nous vivons une période que le monde traverse aujourd'hui, où en réalité il y a l'extrémisme dans presque tous les domaines. Qu'il soit manifesté aujourd'hui par la religion, c'est tout simplement parce que la religion devient de plus en plus le refuge pour tout le monde qui sont déçus aujourd'hui par tout le système de cette gouvernance mondiale. Et dans ça, tous les opprimés, tous les gens qui n'arrivent pas à s'exprimer de par le monde, généralement, trouvent refuge dans la religion. Et dans ça, on peut trouver toutes sortes de personnes. Ce n'est pas la religion qui est extrémiste, mais c'est les hommes. Et ils rentrent dans la religion avec leur extrémisme. Et donc, il faut certainement faire la définition et faire la part des choses entre des extrémistes dans la religion et l'extrémisme religieux. Il n'y a pas d'extrémisme dans la religion, mais il y a des extrémistes, effectivement, dans la religion. Dans la religion. Merci bien, imam. On parle d'actualité. Au Sénégal, un imam a été condamné il y a quelques jours. On l'accusait de faire l'apologie du terrorisme. Cet imam disait ceci, je cite, il dit qu'un militaire qui va combattre en terre musulmane est un mécréant, et celui qui combat sous un autre étendard que l'islam ira en enfer. Comment analysez-vous ces propos de cet imam condamné? Écoutez, ces propos n'engagent que leur auteur. Les contextes dans lesquels il a dit ces propos sont des contextes qui sont différents du contexte malien. Et la personnalité de celui qui a parlé est différente de Mahmoud Dicko. Et je me réserve vraiment de commenter les propos de quelqu'un. Je ne sais pas sur quelle base la justice sénégalaise l'a jugé. Et il est difficile pour moi de donner une opinion par rapport à ça. D'accord. Mahmoud Dicko, revenons au Mali. À un moment donné, quand il y a eu les attentats de Radisson Blu, vous avez tenu les propos suivants, je cite, « Ces gens nous ont été envoyés par Dieu à cause de nos comportements, car tout le monde sait aujourd'hui ce qui se passe chez nous. Il y a actuellement dans notre pays des adeptes de loufti, gays, lesbiennes, des bars, et ce qui s'est passé n'est qu'une infime partie de ce qui doit nous arriver, et le plus dur est à venir. » Et quand vous avez tenu ces propos-là, le procureur à l'époque, Daniel Tessougué, a qualifié ces propos-là d'apologie du terrorisme. Est-ce qu'avec le recul, vous avez eu le sentiment d'être incompris? Bon, certainement, je pense jusqu'à aujourd'hui que je n'ai pas été compris par celui qui a dit ça. Je le respecte beaucoup. C'est un juge très respectueux de notre pays, avec lequel il y avait de très bonnes relations. Personnellement, on n'a pas eu à discuter ou à échanger par rapport à ces propos. Il ne m'a jamais interpellé pour me dire, imam, ce que vous avez dit en matière de droit, ça, c'est telle ou telle position. Il ne m'a pas dit. C'est un juge, il est indépendant, il est libre vraiment de qualifier les choses et les juger telles qu'il le pense. Je ne peux pas m'interférer dans ça et je respecte vraiment l'opinion des juges et leur opinion par rapport à ces choses-là. Mais j'ai parlé en tant que religieux et je ne peux pas parler autrement que religieux parce que c'est ce que je suis.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux Maliens, c'est-à-dire ce que vous voulez dire à l'époque, quand vous aviez dit cette expression-là? Bon, en réalité, vous avez vous-même parlé, certainement, vous avez qualifié ce propos-là, vous avez affirmé des choses que moi je n'ai pas dit exactement comme ça. Parce que vous savez, moi je parlais en bambara. Mes propos ont été interprétés en français, et écrits dans des journaux et ensuite les envoyés à travers le monde. Bon, il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport à ce que j'ai dit. Je peux encore dire ce que j'ai dit parce que j'ai encore mémoire de ce que j'ai eu à dire. Et je l'ai dit lors d'une interview que j'ai eue avec le chargé de communication au niveau du Haut Conseil. Après avoir condamné l'acte qui est condamnable à tous égards, parce qu'on ne peut pas se donner, arroser le droit d'aller ôter la vie à des gens qui ne vont rien faire. Aucune religion ne peut justifier ça, aucune position, aucune philosophie, ça n'existe pas. Alors maintenant, je me pose des questions. Comment des gens peuvent aller ôter la vie à des gens innocents et se donner eux-mêmes la mort? C'est pour cela que je parlais de punition divine. Ça, c'est ma vision en tant que religieux, c'est mon interprétation en tant que religieux. Mais je souhaite vraiment ne pas trop commenter cela pour ne pas susciter encore d'autres polémiques. D'accord. Imam, parlons de la crise malienne. Quoi qu'on dise, cette crise malienne a une dimension religieuse. On a vu en Sardine le Moujao, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest. Ce mouvement-là, à un moment donné, demandait l'application de la charia. Quelle était la position du Haut Conseil islamique en ce moment précis? Nous avons donné une position très claire, sans ambiguïté aucune. Nous avons dit, effectivement, aujourd'hui, nous sommes des musulmans et nous revendiquons cela. Nous sommes là aussi pour l'islam. On ne peut pas faire fuir de cela. Nous ne sommes pas des gens à ne pas nous assumer. Et tout ce que nous posons comme acte, nous posons ça pour le rayonnement de l'islam. C'est ça notre raison d'être ici. Mais nous sommes des gens raisonnables. Nous savions ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous pensons réellement que nous sommes dans un moment où vouloir imposer au peuple souverain du Mali une vision qu'il n'a pas choisie lui-même est une erreur. C'est ça notre position. Le peuple souverain du Mali a choisi d'être gouverné de cette façon républicaine, démocratique, laïque. Ben, il faut respecter son choix. Si demain ça doit changer, ce n'est pas des gens qui doivent prendre des Kalachnikovs pour venir d'ailleurs et venir nous imposer ça. C'est le peuple souverain du Mali qui doit choisir de la manière dont il doit être gouverné. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ma position. Si demain le peuple souverain du Mali demande à être gouverné par la religion musulmane, par la charia, mais son choix doit être respecté. C'est tout, c'est ce que j'ai dit et ça je le maintiens. D'accord. Est-ce que vous avez pris langue à l'époque avec ces gens-là dans le cadre d'une médiation pour leur faire comprendre, voici aujourd'hui notre position? Mais écoutez, nous avons ici réuni tous les éléments du Mali ici dans un atelier pour produire un document que nous avons même traduit en français et que nous avons eu à donner à toutes les chancelleries qui sont là ici à Bamako pour leur donner la position du Haut Conseil. Notre conception de ce que c'est la guerre sainte. Et dans quelle mesure on doit qualifier une guerre d'une guerre sainte. Nous avons donné cela à travers vraiment notre compréhension et notre lecture de l'islam. Nous l'avons fait. Certainement, ça n'a pas eu grand écho, mais en réalité, nous l'avons fait pour prendre langue avec tout le monde. Pour te dire, ce n'est pas un secret pour personne. Tout le monde a su que moi, j'ai quitté ici pour aller jusqu'à Gao, à l'époque où le nord était occupé. Effectivement, je suis allé, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je ne suis pas parti de moi-même. Je suis parti suite à une demande qui m'a été faite par un comité de crise qui se trouvait à Gao à l'époque, dirigé par quelqu'un qui est encore en vie, le notable Ali Badi Maïga de Gao, avec quelques éléments qui étaient là-bas, qui étaient à l'époque le comité de crise. C'est eux qui m'ont demandé d'intervenir parce qu'ils pensent qu'ils ont des entretiens avec les occupants. Ils ont l'impression que ces gens-là veulent être entendus et peut-être qu'un compromis peut être trouvé. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai parlé avec les autorités en place, notamment le Premier ministre à l'époque,
Cheikh Modibo Diarra, qui nous a donné même un ordre de mission pour aller à Gao, rencontrer les gens de Moujaou. J'ai parlé avec eux, donné vraiment mon impression par rapport à ce qui se passe. Et je pense réellement, je leur ai dit que cette situation, je ne pense pas que ça sert ni l'islam, ni eux-mêmes qui sont les auteurs, ni le Mali. Donc nous avons eu des entretiens, on ne s'était pas compris, on s'est quitté vraiment dans une situation tendue. À tel point que quand je partais, ils sont allés m'escorter pour que j'aille à Gao, mais au retour, je suis venu seul. Personne ne m'a escorté, les gens de Gao étaient très inquiets pour ma sécurité. Mais je suis revenu parce que je pense que si je dois mourir un jour, je mourrai. La manière et le lieu, ça appartient à Dieu. Et je suis convaincu de cela. Donc je ne dois pas, moi, avoir peur de mourir parce que on peut mourir par d'autres manières, mais c'est Dieu qui décide de la mort. Donc pour la défense du Mali, Mahmoud Dicko est prêt à mourir, le sacrifice? Absolument. Je l'ai fait, je n'ai pas été compris par beaucoup de gens. Au début, ça a été très difficile pour moi, ça a été laborieux. Le fait de vouloir vraiment prendre langue avec ces gens-là pour faire éviter à notre pays ce que nous sommes en train de vivre n'a pas été compris par beaucoup de gens. Les gens pensent même que je suis de connivence avec des djihadistes. Je ne suis pas de connivence avec des djihadistes. Non, je ne serai jamais de connivence avec des djihadistes. Je ne serai pas moi aussi un djihadiste, mais je suis un défenseur ardent de l'islam. Ça, je me réclame de ça. Et pour rien au monde, je ne fais pas fi de cela. Ça, c'est la réalité. Mais je ne confonds jamais les choses. Je sais que nous sommes dans un pays où s'il y a un individu qui n'est pas musulman, il a le même droit que les autres. Il doit vivre sa foi, sa religion, sa pensée, sa culture. Personne ne doit s'opposer à cela. C'est ça ma compréhension de la religion. Et je pense aujourd'hui que la religion doit, de mon point de vue, c'est ce que j'ai dit aux gens de Mojao quand je les ai rencontrés à Gao, c'est fait devant le comité de crise de Gao, Ali Badi et d'autres personnes qui sont encore en vie, peut-être qu'ils m'écoutent, ils sont là à l'écoute. Et j'ai demandé au monsieur de Mojao, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous proposez aux Maliens, qu'est-ce que vous avez? Il m'a dit, nous voulons l'application de la charia. J'ai dit, d'accord, ok, allons-y. L'application de la charia, et après? Mais ce n'est pas la charia seulement. Les gens ont besoin de l'économie, ils ont besoin de la santé, ils ont besoin de l'éducation. Moi, je suis allé à l'hôpital régional de Gao, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce que je vis, c'est insoutenable. On ne peut pas le vivre. Vous ne pouvez pas venir avec ça et dire que vous cherchez le bonheur du peuple. Mahmoud Dicko, tout ça est venu. Est-ce que quelque part ce n'est pas dû au fait des hommes? Mais écoutez, c'est difficile à dire, mais il faut qu'on le dise. Le Mali souffre d'une mauvaise gouvernance. C'est ça la réalité. Et cette réalité, il faut oser le dire. Peut-être l'imam Mahmoud Dicko va être qualifié encore d'imam qui fait de la politique, qui prêche la politique. Je ne me suis jamais présenté dans un poste électif pour demander à être élu en dehors du Haut Conseil islamique. Je n'ai pas cherché à être député, je n'ai pas cherché à être maire, je ne chercherai pas à être président comme on veut le faire croire. Non, pas du tout. Je suis président du Haut Conseil islamique, ça me suffit largement. Je suis imam d'une mosquée, je sais ce que ça vaut. Donc, mais je pense qu'il est mon devoir, c'est un devoir religieux et citoyen pour moi de défendre cette communauté musulmane, ce peuple malien dont je suis fier. J'appartiens à ce peuple. J'ai lu le Coran, j'ai fait cette connaissance. Ce n'est pas pour l'emmagasiner et puis rester dans ma maison. C'est pour vivre avec les hommes. C'est pour leur dire que la religion, être un bon religieux, c'est aussi être un bon citoyen. C'est pour occuper aussi du bien-être des gens. Et vous savez, c'est tout ce que j'ai eu certainement à dénoncer qui me vaut toute cette campagne de l'échange médiatique, etc. Et au Mali et en dehors du Mali. Mais je l'assume, hein. Je l'assume, je vous avoue que je l'assume. Est-ce que ce n'est pas votre légitimité aujourd'hui qui dérange quelque part, être souvent les milieux politiques? Bon, je ne vais pas vraiment rentrer dans ça, c'est le milieu politique qui sait apprécier ça, c'est leur... je respecte vraiment leur opinion et leur point de vue. Et je parle maintenant par rapport à ce que moi-même je comprends dans cette affaire-là. Et je l'ai dit, je pense qu'au Mali, ce que nous vivons n'est pas venu du hasard.
c'est des erreurs, c'est des situations qui se sont accumulées que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut que les gens acceptent vraiment de se remettre en cause, de faire leur mea culpa, de savoir que vraiment, à un moment donné, on a fauté. Il faut que les hommes politiques, ceux qui ont la charge de diriger ou qui ont dirigé, qui sont en train de diriger d'ailleurs, qu'ils acceptent vraiment de s'assumer, de dire que, bon, à un moment donné, dans le parcours démocratique du Mali, on a failli. Et ça, je crois que le mouvement démocratique au Mali gagnerait vraiment beaucoup à faire l'état de lié. Moi, je me rappelle en 2010, quand on fêtait le cinquantenaire, j'ai eu à dire lors de la présentation de vœux à l'endroit du président à l'époque, je leur ai dit, mais cinquantenaire, c'est bien beau. Il ne faut pas venir seulement faire le balafon, le tam-tam, le djembé. Je crois qu'on doit réfléchir. Pendant 50 ans, demi-siècle, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Où est-ce qu'on a trébuché? Mais ils m'ont dit, mais pour tout le Mali, ça va être vraiment difficile, faire l'état de lié. J'ai dit, mais il faut au moins évaluer le parcours démocratique depuis tout le temps que le Mali est dans ce système démocratique. Où est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est dans le domaine de la justice? Est-ce que c'est dans le domaine social? Dans quel domaine on a failli? Dans le domaine de l'éducation, de la santé? Nous devrons avoir le courage aujourd'hui de nous remettre en cause. Mais le problème au Mali, en réalité, c'est que les acteurs ne veulent pas se mettre en cause. Les gens ne souffrent pas être critiqués, ils ne souffrent pas. Parce que quand vous refusez vous-même de vous remettre en cause, vous n'acceptez jamais que quelqu'un d'autre vous remette en cause. Donc c'est l'éternelle accusation, par-ci, par-là. Chacun cherche vraiment quelqu'un à qui il faut donner. Et les religieux, il faut vous taire. Il ne faut pas vous mêler de la politique. On ne se mêle pas de la politique. On se mêle des choses qui intéressent la vie de notre pays. Ouais. Voilà. Bon, du coup, vous avez parlé de mauvaise gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la gouvernance, elle est vertueuse ou orageuse? Quel est votre point de vue? Bon, écoutez, je pense réellement, d'abord, il y a un problème de gouvernance se pose au niveau mondial. C'est trop prétentieux pour qu'un imam vienne s'asseoir sur des plateaux de télévision pour dire que la gouvernance mondiale même doit être revue et corrigée. Donc il y a un problème de gouvernance, même au niveau mondial, a fortiori dans nos pays. Aujourd'hui, nous avons besoin en réalité de revoir notre gouvernance parce que moi, mon point de vue, ma conviction est que cette gouvernance en réalité classique, étatique que nous connaissons, aujourd'hui ne peut pas faire avancer nos pays. C'est pratiquement impossible. C'est arrêté, c'est caduc. Les autres, les grandes nations sont en train de gronguer, de stagner, ils n'avancent pas, ils n'ont plus de projet de société en réalité. Les gens ils cherchent seulement à se maintenir avec le niveau de vie, l'emploi, c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas d'autre chose parce qu'il n'y a plus rien à proposer au monde. Voilà, le communisme est parti, le capitalisme est en train de partir, donc il n'y a pas autre chose. Et les gens refusent la religion, donc il faut avoir maintenant une intelligence, un savoir-faire, faire un dosage, j'ai dit, pour nous, au Mali, peut-être même certains pays africains, en tout cas pour le Mali spécifiquement, il faut avoir certainement l'intelligence et le savoir-faire de faire un dosage de mélange de nos réalités, c'est-à-dire que de nos valeurs sociétales et religieuses, hein, et avec le standard démocratique universel qui est connu pour vivre dans notre monde. Sinon, l'élite va vivre de l'autre côté, le peuple est de l'autre côté, et donc le pays devient un pays informel, où il n'y a jamais eu le formel au sens vraiment réel du terme. Oui. Voilà. Du coup, notre thème, c'est l'islam face à l'extrémisme religieux. On parle de djihad et souvent c'est des occidentaux qui en donnent un contenu alors que djihad c'est un mot arabe. C'est quoi le djihad? Bon, vous savez, ça me gêne un peu de parler comme ça, mais je dois dire les choses telles que je les pense en réalité. Vous savez, nous, nos dirigeants, nos pays aujourd'hui, nous sommes comme des perroquets. On répète ce que l'Occident dit.
sans chercher à savoir même le contenu. Et quand ils parlent du salafisme, on dit salafisme. Ils parlent du djihadisme, on dit djihadisme. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de concept, on n'a absolument rien. C'est eux qui définissent le vocabulaire, c'est eux qui définissent le moment, le contexte dans lequel il faut l'utiliser. Je pense que ça, c'est le réel, parce qu'en réalité, on n'a pas une autonomie de pensée. C'est difficile à dire. Il ne faut pas peut-être accuser les dirigeants, mais il faut avoir le courage de le dire. Cette absence d'autonomie de pensée, c'est ce qui nous met dans cette situation de dépendance éternelle. Vous savez, la liberté d'abord, c'est la liberté de penser. Mais nous, notre liberté de penser, c'est de penser comme les autres. Non. Il faut qu'on pense pour nous-mêmes. Donc cette autonomie de pensée, on ne l'a pas. Et quand tu regardes nos pays, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, et nous pensons comme les autres. C'est tout. Et soit ceux qui ont fait l'indépendance, ils ont fait énormément de travail, c'est des gens qui sont des hommes valeureux, mais ils ont pris le socialisme, d'autres ont pris autre option. C'est toujours l'option des autres, c'est toujours ce que les recettes que les autres nous proposent. C'est la Banque mondiale qui nous dit il faut faire ceci, c'est les FMI qui nous dit il faut faire cela. C'est après que ça échoue, maintenant on se met à critiquer, on se met à revendiquer, les travailleurs se mettent dans la rue. Mais il faut que les peuples africains réfléchissent pour eux. Mais cette autonomie de pensée, on ne l'a pas. Moi, ce que j'ai dit aux gens, quand quelqu'un pense que moi je suis là, mon islam c'est parce qu'il y a l'Arabie Saoudite, il y a je ne sais où, moi personne ne peut me dicter mon islam. Non. C'est me minimiser. Ce grand pays qui a produit des gens comme Askia Mohamed, qui a produit des gens comme Ahmed Baba, qui a produit des gens comme Sekou Amadou Hamdallah. Vous pensez que ce pays-là est incapable d'engendrer des hommes intelligents? Il faut que des gens nous disent comment est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Non. Je pense aujourd'hui que le Mali est un pays, une grande nation, une vieille nation. Nous avons suffisamment de valeurs. Il faut qu'on ait vraiment le courage d'y aller et de puiser dans nos réserves, ces ressources qu'on a, pour rebondir. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Mais tant qu'on gouverne en projet, voilà, parce que tout est en termes de projet de X, projet Y, ce n'est jamais du concret, c'est du projet tout le temps. Ben parce que c'est les autres qui font ce concept, c'est les autres qui pensent à notre place. C'est l'autre qui fait le concept, mais c'est quoi le djihad en arabe? C'est quoi le djihad? Le djihad, c'est l'effort, en réalité. Djihad ne veut pas dire seulement prendre l'épée ou le fusil, non. Djihad, le mot djihad, ijtihad, c'est de la même famille. C'est en réalité faire un effort. Un effort pour aboutir à quelque chose dans un mieux-être. Parce que pour l'islam, djihad, c'est porter le bonheur vers l'humanité, vers une situation ou défendre une réalité que d'autres veulent opprimer. C'est dans ce sens qu'on se met pour faire la djihad. Là, le djihad, c'est comme ça, djihad. Mais il y a le djihad intellectuel, il y a le djihad économique, il y a le djihad social. Donc, djihad n'est pas seulement prendre un fusil ou l'autre. C'est pour cela le prophète de l'islam, lors d'une expédition, à leur retour, arrivé vers la porte de la Médine, il dit aux gens, maintenant nous revenons de la petite djihad, où ils ont croisé le fer avec l'ennemi, pour revenir maintenant vers la grande djihad. Mais les disciples ont demandé au prophète de l'islam, mais nous avons croisé le fer avec l'ennemi. Y a-t-il d'autres djihad encore plus grands? Il dit oui. Djihad al-nafs, djihad sur soi-même, maîtrise de soi, violence sur soi, être bon, recommander le bien, aller vers les autres pour le bien-être de vos semblables. C'est ça en réalité la grande djihad aujourd'hui. Et c'est cette djihad le Mali doit le faire pour aller vraiment vaincre la misère, vaincre vraiment ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par notre faute. Parce que Dieu seul sait que nous ne sommes pas dans un pays pauvre, c'est pas vrai. Et nous ne sommes pas pauvres. Nous voulons accepter qu'on est pauvre, tendre la main à des gens par-ci par-là. Nous ne pouvons même pas balayer devant nos portes. Il va falloir maintenant que des gens viennent ailleurs pour balayer chez nous. Mais non.
Mahmoud Dicko, Voilà. vous êtes connu pour votre franc-parler. Où est-ce que vous puisez cette réserve, cette qualité rare au Mali? Votre franc-parler. Ben, je ne sais pas, peut-être c'est lié à mon éducation. Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Vous me faites trop d'éloges, mais je dis quand même ce que je pense au fond de moi. Voilà, je pense réellement qu'il faut aujourd'hui que les Maliens, je l'ai toujours dit, je crois en cela. Voilà. Peut-être ça, c'est ce qui fait que je ne suis pas souvent compris. Et je comprends aussi ceux qui ne me comprennent pas, je respecte leur opinion. Mais je pense réellement que nous sommes dans un pays où on n'est pas pauvre. C'est pas vrai. Nous avons un pays immense. Dieu nous a doté de ressources naturelles extraordinaires. Cette surface abondante que Dieu nous a donnée, avec des sources d'eau que Dieu nous a données, avec l'intelligence, des bras valides. Et on a tellement de choses que ce pays-là ne peut pas être pauvre. C'est pas vrai. Ouais. Mais quand on nous fait avaler, quand nous acceptons nous-mêmes que nous sommes pays pauvres, je ne sais pas, PPTA, je sais quoi et quoi, bon, avec des concepts qui viennent de je ne sais où, on accepte ça, on restera éternellement pauvre. Parce que la pauvreté, c'est d'abord mental. Voilà. Il faut qu'on refuse d'être pauvre parce qu'on ne l'est pas. D'accord. Voilà. Mahmoud Dicko, le Haut Conseil islamique, on se rappelle, a soutenu le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui président de la République. Est-ce que beaucoup de Maliens pensent que le Haut Conseil islamique est sorti de son rôle? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ben, d'abord, je rectifie. Le Haut Conseil islamique, en tant que structure, n'a jamais donné de consignes de vote pour X ou Y. Non. Personne ne peut dire, je mets quiconque au défi. Si un jour, personne peut dire, lors d'un entretien, lors d'un meeting, lors de ceci, vous avez entendu Mahmoud Dicko dire, il faut voter pour un candidat X ou Y. Mais ce que les gens ne peuvent pas m'empêcher, c'est que je suis un citoyen qui jouit d'un droit, c'est de soutenir le candidat que je veux en tant que personne. Maintenant, les moyens par lesquels je dois le soutenir, ça, c'est mon problème à moi. Mais le Haut Conseil en tant que structure n'a jamais pris position, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sabati 2012 a affilié un peu des associations musulmanes qui étaient quand même sur le terrain. Ben, ces associations musulmanes, ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les associations au Mali sont autonomes. Il n'y a pas d'association qui obéit seulement aux ordres du Haut Conseil. Ils sont autonomes. Le Haut Conseil est un organe fédérateur. S'il y a nous sommes l'interlocuteur du gouvernement pour des problèmes qui concernent la OUMA, pour le problème que l'État veut nous choisir, mais les autres structures, ils sont autonomes. Les confréries sont autonomes. Les chefs religieux, ils sont autonomes. Ce n'est pas le Haut Conseil qui leur dicte ce qu'ils doivent faire. Non, pas du tout. Mais ce qu'il y a, que les gens confondent, il se trouvait que, comme par hasard, le président Ibrahim Boubacar Keïta est un ami de longue date. Et cette amitié, il l'a assumée comme je l'ai assumée. Moi, je me souviens lors d'un entretien de la RFI, Radio France Internationale avec Ibrahim Boubacar Keïta, on lui a posé la question, mais paraît-il que vous êtes l'ami de Dicko? Il dit, mais c'est mon ami, je l'assume. Alors, mais si lui, il assume cette amitié à l'époque, qu'est-ce qui m'empêche moi aussi d'assumer cette amitié? Pourquoi je ne l'assume pas? Pourquoi je dois en avoir honte? Non. C'est mon ami avant qu'il ne soit président de la République. Au moment où peut-être que personne ne le fréquentait. Moi, je partais chez lui, on restait ensemble jusqu'à 2 h du matin, dans des moustiques, dans des trucs, seul ensemble en train de bavarder. Mais si le président de la République aujourd'hui, les gens pensent que c'est du fait de ah non, Dicko est là-dedans, le conseil d'État. Mais c'est un mauvais procès qu'on fait d'ailleurs au peuple malien. Vous savez, vous pensez que ce plébiscite qui a eu lieu, que c'est la capacité de Dicko ou bien de X pour le faire? C'est une volonté de ce peuple malien. Il faut rendre ça au peuple malien. Ce n'est pas X, ce n'est pas Y. Vous ne pouvez pas vraiment plébisciter quelqu'un comme ça avec la volonté de seul homme. Non, ce n'est pas possible. C'est même, à la limite, insulter le peuple malien. C'est le peuple malien qui s'est levé comme un seul homme pour le livre. Il a été élu.
Mahmoud Dicko, aujourd'hui le Mali est dans un vaste sentier de paix et de réconciliation nationale. Quel est le discours aujourd'hui du Haut Conseil islamique pour panser les plaies et cicatriser les blessures? Quel est le message pour les fils et filles du Mali qui vous regardent en ce moment sur Africable Télévision? Oui, le message, en réalité, nous avons le même message de tout le temps. Vous savez, quand il y a eu cette affaire-là, avant même l'avènement du coup d'État et autres, moi je me souviens que j'ai réuni toutes les forces vives de la nation à l'époque. J'ai été voir le secrétaire général du syndicat à l'époque qui était Chaka Takité. J'ai été chez l'archevêque de Bamako, monseigneur, mon frère et ami Jean Zerbo. Il m'entend, certainement. J'ai été le voir pour leur dire attention. Il faut qu'on se lève, qu'on se mette ensemble. Il y a un grand malaise dans le pays. Je pense que si on ne fait pas attention, avant ou pendant ou après les élections, le Mali va sombrer. Ils sont encore vivants, je leur ai dit. J'ai réuni à peu près une cinquantaine d'associations, de trucs, de forces vives ici, pour demander à Tété, et Tété le voir, c'est mon frère. Vous savez, les gens ils peuvent raconter leur vie. Mais il n'a pas fait aussi que du mauvais. Tété, non, pas du tout. C'est un frère et je l'assume. Voilà. J'ai été le voir pour lui dire, il faut que tu t'adresses au peuple. Il faut que tu parles avec le peuple. Si tes gens viennent te dire que ça va, il faut que tu saches que ça ne va pas. Il y a un malaise dans le pays. Moi, je vois cette affaire-là venir. Je le sens, je le touche. Il m'a regardé longuement. Il m'a dit, bon, Mahmoud, oui, j'ai compris, on verra. Je suis parti. Bon, peut-être que moi, j'ose trop aller. Vous avez été écouté, pas entendu, c'est ça? Pas beaucoup, vraiment. Je préfère dire ça. Je n'ai pas été entendu. Je crois que lui-même, il est vivant. Il sait qu'on a eu à parler de beaucoup de choses. Jusqu'à ce que l'affaire de Iyad, qui m'a valu d'être, je ne sais pas, beaucoup. Voilà. Et Iyad, c'est moi et Tété qui ont parlé d'Iyad. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais Monsieur le Président, il y a des gens dans les revendications maintenant qui parlent de religion. Ça n'a jamais été le cas dans les rébellions précédentes. Mais qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire, nous, en tant que Haut Conseil? Parce que maintenant, on parle de religion. Il m'a dit, tu sais, dans cette affaire-là, tout tourne autour d'une personne. J'ai dit, mais c'est qui? Il dit Iyad. J'ai dit, le même Iyad. Il dit, le même Iyad. Il dit, faites maintenant une solution, trouvez une voie pour que nous puissions lui parler. Parce que si on ne le prend pas la main, il va engager le pays dans une aventure sans issue. Il faut qu'on lui parle, qu'on lui dise ce qu'il est en train de chercher à faire. Ça ne le sert pas lui, ça ne sert pas le Mali, ça ne sert pas l'islam. Il m'a dit, mais si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà comment nous avons cherché à rentrer en contact avec Iyad. Donc nous avons parlé avec le bureau régional du Haut Conseil qui était présidé à l'époque par paix à son âme, Lamano Khan Ntalla. Voilà, Ntalla. C'était lui le président. Nous avons cherché vraiment à trouver le contact, comment nous pouvons vraiment contacter Iyad. Et tous les jours, on se donne de rendez-vous. J'appelle l'autre là, Kafoune, cher. Je vais vous dire jusqu'au soir du lundi 20 mars. C'était 21 mars d'ailleurs, ou bien 22 mars, le mardi. Voilà. Jusqu'au soir du coup d'État. Moi j'étais en contact avec les choses dans l'idée de nous donner un véhicule, des moyens pour que nous puissions nous rendre dans le nord et chercher à contacter ces gens-là, pour faire éviter à notre pays ce que nous sommes en train de vivre. Ils m'ont dit à l'époque, non, nous sommes en état de guerre, on est en état de siège. Finalement, le président m'a dit, bon écoute, toi, même si les gens vont, il ne faut pas que toi tu ailles. Après, il y a eu d'autres choses qui ont été dites, que j'ai appris après. Bon, je regrette vraiment de parler avec le Caire à l'époque. Et par malheur, le lendemain, il y a eu un coup d'État. Et encore, ce qui a été pour moi, je ne sais pas, ce qui a fait le coup d'État,
la première personnalité qui sont allés chercher, ça a été moi. Ces gens-là qui ont fait leur coup d'État, je ne le connaissais pas. Ils sont allés me chercher, je pensais même qu'on allait me faire arrêter. Moi, je suis parti avec l'idée que je serais arrêté. Mais quand je suis arrivé là-bas, que j'ai vu le capitaine a enlevé son béret, il s'est mis à chose, il m'a salué. Bon. Il m'a dit qu'on a fait le coup d'État, j'ai dit, bon, on prend acte, c'est tout. Bon, il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu dans des journaux, dans le truc, Diko est complice, il est même bossé, qui ont fait le coup d'État. Moi je ne suis pas un général pour pouvoir faire le coup d'État, je ne suis pas un chef d'État-major général, je ne suis pas ministre de la Défense, mais avec quel moyen je vais faire un coup d'État? Mais non, les gens ils racontent leur vie. Mais Amadou Aya, je l'ai connu comme ça. Je ne l'ai jamais vu avant le coup d'État. Jamais. Vous dites des déclarations assez importantes aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas sorti de votre silence depuis? Bon, il y a des choses qu'il faut faire savoir souvent. Voilà. Lui, je ne l'ai jamais connu. Du coup, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un mot pour les jeunes du Mali, pour les jeunes d'Afrique, par rapport à l'extrémisme, par rapport à ces cercles djihadistes et autres-là, quel serait votre mot? Bon, je vais tout simplement vous dire que l'extrémisme ne paye pas, ni religieux, ni autre. Les jeunes du Mali et d'Afrique, et d'ailleurs, aujourd'hui, le monde nous commande en réalité d'être plus lucides. Je ne crois pas que ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, qu'on qualifie d'islam, peut servir ni l'islam, ni l'humanité, ni cette cause noble que l'islam veut. L'islam est une grâce divine pour l'humanité. L'islam ne peut pas se transformer en une menace mondiale, ce n'est pas possible. Dieu a qualifié le prophète d'une grâce mondiale, une grâce pour l'humanité tout entière. L'objectif même dans l'envoi du prophète, c'est d'être une grâce divine qui va se répandre et envelopper l'humanité dans sa globalité et toute la créature. Bon, vous pensez que cette religion doit se transformer en une menace mondiale? Non, je pense que non. L'humanité a besoin de cette religion, mais de quelle façon? Voilà, de quelle façon? L'humanité a besoin de cette religion, la religion musulmane de quelle façon? C'est les mots de Mahmoud Dicko. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de rester fidèle au programme de Africable Télévision.